tous. Merci d'être venus au Club Maths. Cette semaine, on accueille Philippe Robitaille-Gros, qui est stagiaire ici avec Yvan Saint-Aubin. Il va venir nous parler des nombres pédiatriques. Alors, bonjour, oui, je m'appelle effectivement Philippe. J'étudie présentement, je suis comparable Yvan Saint-Aubin, et je dis ça parce qu'il est dans la salle, évidemment. Et je suis, comme vous, un incompris de la société. Une de ces personnes qui se font dire « Ah oui, tu étudies en maths, toi, tu dois être bon en calcul mental. Une de ces personnes qui se font dire « Ah, tu fais de l'algèbre, puis as-tu trouvé X, finalement? » Et en même temps, comment en vouloir à ces gens qui nous disent ça? Parce que c'est vrai qu'avant d'entrer à l'université, on n'a jamais vraiment fait de maths de notre vie. On a appliqué des résultats mathématiques, on a appris par cœur des x égale moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a sans jamais comprendre d'où ça venait. On n'a jamais construit les maths, on ne s'est jamais attardé. En fait, on a utilisé le building sans jamais s'être attardé à comment on l'a construit. Et ce qui est intéressant de commencer à faire de la recherche, c'est qu'on peut réaliser qu'on n'est pas obligé de simplement jouer aux règles du jeu qu'on nous impose. On peut nous-mêmes construire les règles de notre propre jeu à condition d'avoir de la rigueur et beaucoup de patience. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va tenter de reconstruire les nombres différemment. Nous allons être ces rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. Et on va y aller avec un exemple qui va vous paraître tout à fait trivial et de base. Comment est-ce qu'on a choisi de représenter pi en notation décimale? Bien, on a choisi de le représenter comme 3.141592, 3 petits points. Pourquoi? Parce qu'on a choisi qu'on fonctionnerait en base 10. On a choisi de décomposer selon les différentes puissances de 10 et que vu que pi est égal à 3 fois 10 à 0 plus 1 fois 10 à la moins 1 plus 4 fois 10 à la moins 2 plus 3 petits points, on a décidé de décomposer selon les différentes puissances de 10 et que chaque décimale correspondrait à un coefficient multipliant une puissance de 10. Pourquoi on a choisi 10? Ce nombre est tout à fait arbitraire. Il paraîtrait que ce serait pour le nombre de doigts plutôt dans nos deux mains. Est-ce que si ça avait été inventé par les enfants de Tchernobyl, ça serait en base 12? Peut-être. Ceci dit, on a choisi la base 10. La base 2 aurait été tout aussi valable et pi aurait été 1 fois 2 à la 1, plus 1 fois 2 à 0, plus 0, 0, 1, 3 petits points. Et ma notation, ce serait tout autant tenue. Deuxième remarque, on a choisi de séparer par une virgule les exposants négatifs des exposants plus grands ou égal à 0 de 10. On a choisi de fonctionner comme ça. Et les entiers correspondent évidemment aux exposants, tous les nombres avec juste des exposants positifs de 10, donc qui ont comme coefficient des exposants négatifs de 10, toujours 0. On a choisi de fonctionner comme ça, et finalement, on a choisi qu'on pourrait avoir autant de décimales qu'on veut après la virgule, à droite de la virgule, mais seulement un nombre fini à gauche de la virgule. Et le choix paraît tout à fait raisonnable, et vous avez probablement une très bonne idée de pourquoi on a choisi ça, mais on va y revenir sous peu de pourquoi exactement on a choisi ça. Finalement, on a choisi d'additionner, qu'on pouvait additionner deux nombres en système décimal, les multiplier. Ça, je vous réfère à vos belles années de primaire pour savoir ça. Et finalement, on a aussi une notion de distance entre nos nombres. On a décidé qu'on commencerait par définir la distance entre un nombre et 0 par la valeur absolue, qui est égale à x si x plus grand ou égal à 0, et à moins x sinon. Et cette notion de distance correspond à n'importe quoi auquel on s'attendrait d'une notion de distance, c'est-à-dire, premièrement, on a bien que notre distance est toujours positive avec égalité si et seulement si x égale à 0. C'est normal de s'attendre à ce qu'une distance soit positive et à ce que le seul nombre à distance 0 de 0 soit 0. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on multiplie x et y et on prend leur distance, on a bel et bien que ça correspond à la distance de x fois la distance de y. Et finalement, l'inégalité du triangle, x et y, x plus y, on prend leur distance, ça va être plus petit ou égal à la distance de x plus la distance de y, qui se visualise bien dans Rn comme étant simplement la distance la plus courte entre deux points et la ligne droite. Et donc, ça semble bien construit,
Et avec cette notion de distance à 0, on peut définir la distance entre x et y comme étant simplement la valeur absolue de x moins y. Et ça correspond à notre intuition. Si quelqu'un est à 4 mètres de moi, il va être plus proche de moi que si quelqu'un est à 25 mètres de moi. Donc, ça a l'air de fonctionner. Et avec cette notion de distance-là, on a pu définir une notion de convergence des suites, convergence des séries, etc. Et tout semble bien défini. Du moins, tout l'a été bien en analyse 1. Et donc, la question, est-ce que c'est la seule chose qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'on aurait pu décider de définir les nombres différemment? Et comme vous en doutez, peut-être, oui, on aurait pu. Est-ce qu'on aurait pu, par exemple, décider que je fonctionnerais en base P pour P premier? Ben oui, tout à fait. J'aurais pu prendre la base que je veux et j'aurais eu encore des nombres qui se tiennent. Est-ce que j'aurais pu maintenant décider à la place que mes nombres auraient un nombre fini de décimales à droite de la virgule et un nombre infini à gauche de ma virgule? Est-ce que j'aurais pu décider que mes nombres soient de forme dk, dk plus 1, jusqu'à d moins 1, d0? Est-ce que mes exposants sont trop petits, mes indices? Peut-être. Je vais réécrire plus gros. dk plus 1 jusqu'à d moins 1, d0, d1 à l'infini, ou encore pour un nombre entier, un certain nombre de zéros suivi de dk plus 1, etc. Et donc, est-ce que je pourrais décider que j'ai un nombre infini de décimales à gauche de ma virgule et définir de la même façon que j'ai défini dans mes nombres décimaux comme ça, définir une addition des nombres par décimale en retenant 1 quand je dépasse P à la place de retenir 1 quand je dépasse 10 et la multiplication de la même façon. Est-ce que j'aurais pu faire ça? Mais j'ai encore le problème que, en fait, la raison pour laquelle ici je ne pouvais pas définir mes nombres de cette façon-là, c'est que mes nombres, avec notre notion de distance, divergeraient, correspondraient à des sommes divergentes. Donc, je n'aurai pas le choix de définir une nouvelle notion de distance qui va me permettre d'avoir des nombres qui ne correspondent pas à des sommes divergentes. Et comment je vais faire ça? Bonne question. Je vais commencer par définir ce que je vais appeler, un peu par abus de langage, une valuation p-adique. Par abus de langage, parce que d'habitude, on le définit différemment, la valuation p-adique. On ne le définit souvent pas directement chez les nombres p-adiques. D'ailleurs, ceci est un nombre p-adique et ceci est l'ensemble des nombres p-adiques. Donc, ma valuation p-adique, je vais définir tel que Vp de 0 va être égal à l'infini et ma valuation p-adique de x pour x, un nombre p-adique, va être égal au minimum des i tel que di n'est pas nul. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, si ici dk n'est pas nul, on aurait simplement que notre valuation serait k. Ici aussi, ça serait k si dk n'est pas nul. Et donc, plus ma valuation augmente, plus mon nombre commence à une décimale de plus en plus à gauche. En fait, ce nombre correspond tout simplement à la somme de i égale k à l'infini de di p à la i. Et donc, plus ma valuation augmente, plus mon nombre commence par une grande puissance de p, pour p premier. Donc, j'essaie de définir de cette façon-là. Et ma valuation, ainsi définie, respecte certaines propriétés très importantes. Oui. Je vais répéter ta définition parce que tu as un plus D1 à gauche et D. Ah, ça est poussé des deux côtés. Peut-être que je lis mal au tableau. La ligne qui est. Ouais, c'est là. Non, c'est là. Peux-tu juste la définir? Non. C'est là où je suis au-dessus. Oui, ici, pardon. Je ne sais pas si c'était dans ta tête. Oui, mais en fait, je prends l'ensemble de mes décimales comme étant des différents DI,
Puis ici, je décide, par exemple, j'ai décidé que mon D0 correspondrait au chiffre juste après la virgule. Et donc, le minimum des i... oui, juste avant la virgule, peu importe. Donc, juste à gauche de la virgule. Et donc, mon DI peut autant être... mon i peut autant être négatif que positif. Donc, ici, ça serait un cas positif, ça serait un cas négatif. Et donc, ça serait juste la décimale minimum qui serait pas nulle. Ça fonctionne? Parfait. Ma valuation respecte certaines propriétés cruciales. Premièrement, la valuation de xy. Oh, c'est mal effacé. Ma valuation de xy va être égale à ma valuation de x plus ma valuation de y. Et ma valuation de x plus y va être plus grande ou égale au minimum de ma valuation de x et ma valuation de y. Et attention, avec égalité si ma valuation de x n'est pas égale à ma valuation de y. Et comment on voit ça avec la façon dont on a défini nos nombres p-adiques et la multiplication et l'addition des nombres p-adiques? Mais en fait, je ne vais pas faire la preuve au long et l'écrire au long, mais simplement pour vous donner une bonne intuition de sur quoi ça repose. Si je prends un x de valuation k, un y de valuation m. Et par exemple, si je prends k et m négatifs, donc ici, mon x irait jusqu'à la décimale k pour k négatif. Ici, mon y irait jusqu'à la décimale m pour m négatif aussi. Et donc, si je multiplie mes deux nombres, comment je les multiplie? Ben, en fait, j'ai multiplié comme on multiplierait des nombres normaux. Donc, on oublie qu'il y a des virgules et ensuite, on tasse ma virgule de k plus m bon. Et donc, ma nouvelle valuation serait bel et bien k plus m à une seule condition. Il faut que ma décimale obtenue ici soit non nulle, parce que sinon, on aurait une valuation qui serait plus grande à k plus m. Mais pourquoi ma dernière décimale ici est non nulle? Comme la valuation ici est de k, ma décimale ici est de k, ma décimale est non nulle, comme ma valuation est de m, ma décimale ici est non nulle. Et donc, la seule façon d'avoir 0, il faudrait soit que mes deux soient 0, qu'une des deux soit 0, ce qui est impossible, ou soit que multiplier les deux ensemble me donne un multiple de p, ce qui ferait que je retiens 1 et je passe à l'étape suivante. Mais ça ne peut pas me donner un multiple de p parce que p est premier et les deux nombres sont entre 1 et p moins 1. C'est impossible, donc j'ai bel et bien que ma valuation est de k plus m. Ça donne l'intuition. Et pour avoir le même raisonnement, pour k et m positifs, figurer la même chose, mais avec des zéros à la place de des virgules. Ça fonctionne de la même façon. Et maintenant, si j'additionnais mes nombres, si par exemple la valuation du nombre y est plus petite que ma valuation du nombre x, ma dernière décimale obtenue, c'est encore bm, et donc j'ai la même valuation. Donc si mes valuations ne sont pas égales, ma valuation serait égale, ici, l'égalité, avec le minimum de mes deux valuations. Si par contre, mes deux valuations sont égales, c'est-à-dire que j'ai autant de décimales dans mes deux nombres, il se pourrait qu'en additionnant les deux, j'obtienne 0, mais chose est sûre, j'aurai une nouvelle valuation qui va vers la droite. Je ne pourrai pas obtenir davantage de décimales, donc ma valuation sera toujours plus grande ou égale au minimum entre les deux. Ça fonctionne. Et donc, ma valuation respecte ces propriétés-là. Et avec cette nouvelle valuation-là, je serai capable de définir une notion de distance. Et je le ferai de la façon suivante. Je vais dire que ma valeur absolue p-adique
va être égal à 0 si x est nul, et à p à la moins vp de x si x est non nul. Et donc, cette nouvelle notion de distance fait que plus mon nombre, dans son développement en série, en puissance de p, plus mon nombre commence par une grande puissance de p, plus il est proche de 0. Ce qui est assez contre-intuitif, mais on va voir si ça respecte bel et bien ce à quoi on s'attendrait d'une distance. Premièrement, est-ce qu'on a bel et bien xp plus grand ou égal à 0 avec égalité si et seulement si x égale à 0? Ben oui, c'est plus grand ou égal à 0. En fait, si c'est égal à 0, ça sera égal à 0. Si c'est pas égal à 0, ça sera strictement positif. Ça fonctionne bel et bien. Deuxièmement, si on multiplie x et y, on prend la valeur absolue p-adique, ça donne p à la moins vp de xy, qui est égal à p à la moins vp de x plus vp de y, par la propriété que je viens de définir juste ici. Et donc, ça sera bel et bien égal à p à la moins vp de x, p à la moins vp de y, ce qui correspond bel et bien, c'est une belle accolade, distance de x, distance de y, la multiplication des distances me donne la distance de la multiplication, ça fonctionne bel et bien. Et j'avais dit ma troisième propriété que je voulais avoir, il fallait absolument que ça respecte l'inégalité du triangle. Est-ce qu'on a bel et bien x plus y plus petit ou égal à distance de x plus distance de y? Est-ce qu'on a bel et bien ça? Bien, en fait, on a encore mieux. On va voir ce que je vais appeler amicalement l'inégalité du triangle boostée sur l'acide. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Si on prend x plus y, valuation p-adique, plutôt valeur absolue p-adique, ça me donne p à la moins vp de x plus y, et ceci est plus grand ou égal au minimum entre vp de x et vp de y. C'est-à-dire, comme on a un exposant négatif, le tout va être renversé, ça devient un plus petit ou égal, et ça devient un maximum entre p à la moins vp de x et p à la moins vp de y. Et donc, on a encore mieux que la distance de l'addition est plus petite ou égale à l'addition des distances. On a que si on additionne deux chiffres et on prend leur distance, ça va être plus petit ou égal au maximum entre les deux distances respectives. Et ça va nous être très utile un peu plus tard. Finalement, comment on définit nos entiers dans les p-adiques? On a vu que l'évaluation p-adique, la valuation p-adique donc d'un nombre, ça correspond à la décimale la plus petite qui est non nulle. C'est-à-dire que mes entiers p-adiques vont correspondre simplement à l'ensemble des, je vais noter ZP, l'ensemble des éléments de mes p-adiques de valuation plus grande ou égale à 0. Quand on a une valuation plus grande ou égale à 0, c'est qu'on a juste des puissances positives de P dans notre développement, donc on a bel et bien que ça fonctionne. C'est un entier p-adique, comme je l'ai défini précédemment, la notion d'entier. Et dernière remarque avant de passer à autre chose. Comment définit-on une boule dans un espace quelconque, par exemple dans Rn?
on va dire qu'une boule centrée en A de rayon R va correspondre à l'ensemble des points de Rn qui sont à distance de A plus petite que R. Donc, l'ensemble des points à distance plus petite que R de A forment une boule autour de A. Et je peux aussi prendre, ça c'est ma boule ouverte, je peux aussi prendre ma boule fermée en incluant la frontière, c'est-à-dire en prenant aussi les nombres à distance de R. Et là, on s'intéresse maintenant dans les p-adiques. Dans les p-adiques, je m'intéresse par exemple à la boule centrée en 0 de rayon 1. Boule fermée, cette fois-ci. À quoi ça correspond? Ça correspond à l'ensemble des nombres p-adiques qui sont à distance de 0, plus petite ou égale à 1. Mais ceci est égal à p à la moins vp de x, par définition de la distance dans les p-adiques. Et ça, donc, pour avoir un nombre plus petit ou égal à 1, je n'ai pas le choix d'avoir quelque chose de plus grand ou égal à 0 ici. Et donc, ça correspond à l'ensemble des éléments des nombres p-adiques d'évaluation plus grande ou égale à 0. Et c'est exactement comme je viens de définir mes entiers p-adiques. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que les entiers dans les p-adiques forment une boule de rayon 1 centrée en 0. C'est quand même très beau à savoir. Et donc, à quoi ça nous sert? Mais pour l'instant, je vais vous demander de mettre tout ça de côté, de faire comme si vous veniez d'arriver à la conférence et d'oublier qu'on vient de parler de p-adiques, parce qu'on va faire un exemple qui va sembler totalement incompatible avec tout ce qu'on vient de faire, et on va réaliser que peut-être, finalement, il y a un petit lien avec ce qu'on vient de faire. L'exemple est le suivant. Je vais essayer de mieux effacer. Nous allons résoudre x carré plus 1 égale à 0. Et là, je vous vois déjà facile. Ah, attention. Dans Z. Bon, je vous vois maintenant me dire « Ah, il est complètement stupide », mais n'est stupide que la stupidité, on va quand même essayer de nous entêter à résoudre ça. Comment on va faire ça? On va commencer par réduire Z à 5 éléments, plutôt à 5 classes d'éléments. On va commencer par résoudre ça mode 5. X carré plus 1 congru à 0, mode 5. Donc, ceci a deux solutions. 2 au carré plus 1 égale à 5, congru à 0, mode 5. 3 au carré plus 1 égale à 10, congru à 0, mode 5. Et je vais décider de me concentrer sur une des deux solutions, n'importe laquelle. J'ai choisi, par exemple, la solution x1 égale 2. Et maintenant, je vais essayer d'élargir peu à peu mon nombre d'éléments pour essayer d'obtenir l'entièreté de Z. Je vais essayer de m'entêter à essayer de trouver une solution dans Z pour avoir l'entièreté des éléments de Z. Mais mes solutions, je veux qu'elles soient toujours compatibles avec mes précédentes. Je ne veux pas perdre ce que je viens de faire. Et donc, je vais toujours essayer de trouver une nouvelle solution dans un ensemble avec de plus en plus d'éléments qui soit toujours compatible avec mes solutions précédentes. Et quelles sont les solutions compatibles avec celle-ci? Les solutions sont de type x2 égale 5y plus 2 pour y un entier. Je veux que ma deuxième solution soit aussi congrue à 2 mode 5. Et donc, je vais poser encore x2 au carré plus 1 congru à 0, mais cette fois-ci, j'élargis de plus en plus mon nombre d'éléments. Je vais maintenant aller dans mode 5 au carré. Et x2 au carré, donc j'ai décidé un x2 de cette forme-ci. Donc j'obtiens 5y plus 2, pardon, au carré plus 1 congru à 0, mode 25. Donc, si je distribue, ça me donne 25y carré plus 20y est congru à moins 5, mode 25.
moins 25y carré, y est un entier, donc c'est toujours congru à 0, mode 25. Ici, je peux tout diviser par 5 et j'obtiens 4y congru à moins 1, mode 5. Est-ce que vous êtes convaincu de cette étape-là? Par définition des modulos, si j'ai 20y plus 5 est égal à 25 fois un entier, je peux tout diviser par 5 et j'obtiens bien 4y plus 1 est égal à 4 fois un entier, à 5 fois un entier plutôt. Et donc, j'inverse 4 mode 5, ça me donne moins 1. Donc, je multiplie par moins 1, ça me donne 1. Y est congru à 1, mode 5. Et comment je suis arrivé à cette solution, ce n'est pas trop important. L'important pour l'instant, c'est qu'on a trouvé une deuxième solution. Et cette solution, on va la poser ainsi. On va poser, vu que y est congru à 1, on va poser simplement x2 égale à 5y plus 2, c'est-à-dire x2 égale 7. Et ce deuxième x2, cette deuxième solution, respectera les propriétés suivantes. On aura x2 qui sera congru à x1 mode 5. On a bel et bien que 7 est congru à 2 mode 5. Et on a bel et bien que ceci est une solution à x carré plus 1 est congru à 0, mais cette fois-ci, mode 5 au carré. 7 au carré, 49 plus 1, 50, c'est bel et bien congru à 0, mode 25. Et donc, on a trouvé une deuxième solution. Est-ce qu'on pourrait continuer encore, cette fois-ci mode 3? On pourrait continuer, je vais vous épargner les calculs, mais ça nous donnerait une solution de type x3 égale 57, telle que, à nouveau, x3 est congru à x2 mode 5 au carré. Et en particulier, comme x2 est congru à x1 mode 5, x3 est compatible avec mes deux solutions d'avant. Et on a x3 au carré plus 1 est congru à 0, mode, cette fois-ci, 5 à la 3. Maintenant, est-ce qu'on pourrait s'entêter à continuer comme ça, continuer à l'infini? Et je vais utiliser ici un lemme que je ne vais même pas expliciter parce qu'il ne sera pas vraiment utile dans cette conférence, mais ce lemme va nous dire que oui. Ça va être le lemme d'Ensel. Le lemme Ensel, qui a d'ailleurs développé justement la théorie des p-adiques, il serait retrouvé mort, il paraît mangé par une sorcière avec sa sœur Gretel. Et donc, le lemme d'Ensel va nous garantir que dans cette situation-ci, si mon polynôme, en fait, il faut que je vérifie que sa dérivée, qui est ici 2x, évaluée en sa solution, ne soit pas congrue à 0 au mode 5, ce qui est correct ici. Donc, le lemme d'Ensel va nous garantir qu'on pourra, dès qu'on a une première solution, une solution x1 égale 2, on pourra trouver une nouvelle solution unique à tous les modulos 5 à la i supérieurs qui soit compatible avec toutes mes solutions que j'ai déjà trouvées. Ce qui fait que je peux formuler ça différemment et poser un infini tuplet composé de x1 égale 2 mode 5, x2 en fait congru à 7 mode 5 au carré, x3 congru à 57 mode 5 à la 3, etc. Et cet infini tuplet-là, c'est l'entièreté de ça qui va représenter une solution à x carré plus 1 égale 0 dans Z. Et je mets bien les guillemets entre guillemets parce que c'est à peu près dans Z. Donc, on a réussi à trouver un infini tuplet, une suite infinie qui correspond à une solution. Et cet infini tuplet-là, qu'est-ce qu'il respecte? Bien, si on prend PIJ, je vais faire mes indices plus gros, qui va de Z mode 5 à la J dans Z mode 5 à la I. Si on prend ceci pour I plus petit ou égal à J dans mes entiers plus grand que 0, si je prends ça comme étant la projection canonique, on a toujours que PIJ de XJ est égal à XI.
Et ça, ce que je viens de dire, c'est exactement ce que j'expliquais avant. Si on prend un xj en mode 5 à la j supérieur et on le projette dans un mode 5 à la i inférieur, on a toujours une solution compatible. En fait, on obtient toujours notre xi qu'on avait auparavant. Et ça va me pousser à poser un nouvel ensemble. Et cet ensemble-là, je vais le noter Z5 chapeau. Et ça va être ce que je vais appeler une limite inverse. Et ma limite inverse va correspondre à l'ensemble des infinituplets x1, x2, x3, etc. avec xi dans z mode 5 à la i, tel que ma projection canonique, un peu plus gros, associe xj à xi pour tout i plus petit ou égal à j des entiers plus grands que 0. Donc, je vais regarder, ici, j'ai trouvé un ensemble de solutions à x carré plus 1 égale 0 qui forment bel et bien un élément de ma limite inverse. Parce que j'ai bel et bien que ma projection fonctionne, et ma limite inverse fonctionne telle que dès que j'ai un xj, je sais automatiquement tous mes xi inférieurs d'un élément. Parce que dès que j'ai xj, je peux le projeter dans n'importe quel élément inférieur, mais ça ne m'aide pas tant que ça, parce que de toute façon, il me reste encore une infinité à déterminer, c'est un infinituplet. Et donc, je vais me demander qu'est-ce que contient Z5 autre que la solution à x carré plus 1 égale 0. Bien, on a en fait, premièrement, Z5, on peut le munir d'opérations, de la multiplication par composant, en fait par coordonnées, et de l'addition par coordonnées, et c'est bien défini. On a aussi donc, on a vu que ça contenait la solution à x carré plus 1 égale 0. Mais on a trouvé ça en prenant x1 égale à 2. On aurait pu aussi trouver une autre solution en prenant x1 égale à 3 à l'origine. Et donc, on aurait trouvé deux solutions à x carré plus 1 égale à 0. Donc, mes deux solutions auraient correspondu à plus ou moins racine carrée de moins 1, les deux solutions qu'on connaît dans les complexes usuels. Et donc, je vais le faire en remarque. Ma limite inverse contient plus ou moins la racine carrée de moins 1. Donc, ma limite inverse contient des complexes. C'est quand même assez excitant. Ma limite inverse contient aussi l'entièreté de mes entiers qu'on connaît au sens usuel. Pourquoi? Eh bien, dès que j'ai un entier, j'ai juste à le projeter en mode chacun des 5 à la i et j'obtiens un élément de ma limite inverse. Par exemple, si j'ai l'entier 112, à quoi ça correspond dans ma limite inverse? Bien, mode 5, ça donne 2. Mode 5 au carré 25, ça donne 12. Mode 125, ça donne 112. Mode 5 à la 4, ça donne 112, etc. Et on va voir que n'importe quel entier va correspondre à un élément qui va se stabiliser éventuellement. Et tel que la projection, encore, en coordonnées inférieures, va être compatible à chaque fois. Et on peut se demander maintenant, super, mais lesquels de ces entiers-là seront inversibles? Bien, ma multiplication est définie par coordonnées. Donc, pour trouver l'inverse d'un élément, j'ai juste à trouver l'inverse de chacune de ces coordonnées. Et donc, lesquels de ces entiers-là seront inversibles? Bien, petit rappel d'arithmétique modulaire. A-1 mode B existe si et seulement si A et B sont copremiers. Et donc, pour qu'un entier soit inversible, il faut qu'il soit inversible mode 5 à la i pour n'importe quelle valeur de i. Mais quels sont les entiers qui sont copremiers avec 5 à la i pour n'importe quelle valeur de i? C'est simplement les entiers qui n'ont pas 5 dans leur décomposition en facteur premier, donc les entiers qui ne sont pas divisibles par 5. Donc, n'importe quel de ces entiers-là
dès que 5 ne divise pas cet entier x, par exemple, qui correspond à un ensemble x1, un infini tuplet x2, 3 petits points, dès lors, je pourrais inverser mon x en inversant x1 en mode 5, en inversant x2 en mode 5 au carré, etc. Et donc, mon ensemble va contenir l'ensemble des entiers. En fait, je pourrais diviser par l'ensemble des entiers qui ne sont pas un multiple de 5. Et donc, mon ensemble va contenir aussi tous les rationnels dont le dénominateur n'est pas un multiple de 5. Et c'est quand même assez puissant. Et je pourrais continuer encore à expliciter quelques éléments que ça contient, mais je vais passer tout de suite au résultat le plus important. Et c'est le suivant. Ma limite inverse que je viens de définir, c'est la même chose que mes entiers 5 adiques. Et de la même façon, j'aurais pu définir cette limite inverse en remplaçant chaque 5 par des p pour n'importe quel p premier. Et j'aurais eu que ma limite inverse aurait correspondu à mes entiers p adiques. Et pourquoi donc? En fait, ici, j'ai utilisé le symbole d'isomorphisme. En fait, pour être exact, c'est un isomorphisme d'anneau avec les multiplications et additions que j'ai définies. Et donc, pour être formel, il faudrait que je montre la correspondance de l'addition et de la multiplication, mais je vais vous donner au moins l'intuition de cette correspondance-là. Bien, dès que j'ai un entier p adique, un entier, son développement est de forme D0, P0, plus D1, P1, plus D2, P2, plus 3 petits points. Et donc, j'essaie de le faire correspondre à un élément de ma limite inverse, un élément dont la première coordonnée est dans Z mode P, dont la deuxième est dans Z mode P au carré, troisième dans Z mode Z mode P à la 3, et je pense que vous avez compris le principe. Et à quel élément est-ce que ça va correspondre? Bien, mon premier élément, ma première coordonnée, je pose simplement D0, P0, ma deuxième D0, P0 plus D1, P1. Ensuite, D0, P0 plus D1, P1 plus D2, P2, et ainsi de suite. Et est-ce que c'est bel et bien un élément de ma limite inverse? Bien oui, parce que dès que je projette, par exemple, dans P carré, toute puissance de P plus grande ou égale à 2 va être annulée, va être congrue à 0, mode P carré. Et donc, tout ce qui va me rester, c'est l'élément que j'avais ici. Et donc, c'est bel et bien une correspondance, c'est bel et bien un élément des entiers p-adiques. Et donc, tout ça vous a permis de voir à quel point mes entiers p-adiques pouvaient contenir beaucoup, juste avec la façon dont je les ai définis. Ça contient énormément. Mes entiers 5 adiques contiennent des nombres complexes, tous les entiers, plein de rationnels. C'est quand même très puissant. Et est-ce qu'on aurait pu partir des entiers p-adiques et avec ça construire les nombres p-adiques? On aurait tout à fait pu, de la même façon qu'on part des entiers et on construit les rationnels en posant un nombre p-adique comme étant simplement de forme x sur y avec x et y des entiers p-adiques. Et donc ça serait en fait tous mes nombres p-adiques correspondent à des fractions x sur y avec y qui n'est pas nul. Et je fais correspondre mes fractions en disant que x1 sur y1 est la même chose que x2 sur y2 si et seulement si x1, y2 est égal à x2, y1. Donc, c'est la façon dont qu'on a construit les rationnels à partir des nombres entiers. Et c'est de la même façon, on peut construire tous les nombres p-adiques à partir des entiers p-adiques. Et c'est des résultats assez intéressants, mais je m'en voudrais de ne pas exposer mes résultats préférés, surtout qui sont dans mon titre de conférence, donc ça serait un peu gênant de ne pas les mettre. Et c'est lui suivant.
résultats. Premièrement, qu'est-ce qu'on a? Le premier que j'aime appeler le rêve de tout étudiant ou toute étudiante en mathématiques. Si mon terme général tend vers 0, ma série converge. Imaginez comment ça serait facile de montrer la convergence d'une série. On fait juste montrer la convergence du terme général vers 0. Facile. Deuxième résultat, tout triangle est isocèle. Wow, il n'existe aucun triangle scalène. Et on s'entend que c'était tout celui qu'on détestait le plus au primaire, le triangle scalène. D'ailleurs, qui a inventé le mot scalène? Probablement le pire mot de la langue française après rhododendron. Mais ceci dit, donc on n'a pas de triangle scalène, on a juste des isocèles. Et voilà. Et finalement, tout point d'une boule et son centre. Vous voyez peut-être le titre de ma conférence, « Comment trouver le centre de la Terre sans se fatiguer ». Dans les p-adiques, tu prends n'importe quel point de la Terre. Facile. Et voilà. Et on va maintenant prouver ces résultats-là. Et ce qui est beau de ces résultats, c'est que toutes ces preuves sont extrêmement simples et surtout extrêmement rapides. En fait, il y a juste la première preuve pour laquelle je vais utiliser un résultat intermédiaire. Sans le prouver, donc, mon résultat intermédiaire est le suivant. Dans mes nombres p-adiques, toute suite de Cauchy converge. Donc, ceci, c'est clair qu'on a déjà trouvé que dans Rn, toute suite de Cauchy converge. Est-ce que c'est le cas de n'importe quel ensemble? Vraiment pas. Mais dans les nombres p-adiques, on va dire que les nombres p-adiques sont complets, c'est-à-dire que toute suite de Cauchy converge dans les nombres p-adiques. Et pour avoir les termes plus justes, on pourrait dire que QP est simplement la complétion des rationnels par la valeur absolue qu'on a définie plus tôt, la norme qu'on a définie plus tôt. Et donc, on a bel et bien ceci, et avec ça, c'est très facile de prouver mon premier résultat, parce que si je pose une somme partielle, Bn est égal à K égale à 0 jusqu'à n de AK, somme partielle de ma suite, je regarde la différence de Bj moins Bi en p-adique. À quoi c'est égal? C'est égal à AI plus 1 plus 3 petits points plus AJ en p-adique. Et par mon inégalité du triangle boosté sur l'acide, ceci est plus petit ou égal au max entre AI plus 1 et jusqu'à AJ. Et donc, ceci converge vers 0. Pour tout epsilon, je peux le borner parce que mon terme général tend vers 0. Ceci tend vers 0. Et donc, ma suite est bel et bien de Cauchy, ma suite des sommes partielles. Donc, ma série est bel et bien une série convergente. Intéressant. Et je vais faire ça ici. Deuxième résultat. Tout triangle est isocèle. Un triangle, c'est quoi? Un triangle, c'est défini par 3 points. Donc, ici, 3 nombres p-adiques qu'on relie par une droite et qui ont chacun une distance qui les sépare. Et la distance qui sépare mes 3 points, bien, ma première distance qui sépare x et y va être p à la moins vp de x moins y. Ma distance qui sépare x et z va être p à la moins vp de x moins z. Et ma distance qui sépare
Y et Z va être, vous l'aurez compris, P à la moins VP de Y moins Z. Et donc, mon but sera de montrer qu'il y a au moins deux de ces distances-là qui sont égales, c'est-à-dire au moins deux de ces valuations-là sont égales. Mais premièrement, si jamais j'avais que toutes ces valuations sont égales, bien bingo, j'aurai déjà mon résultat. Yeah. Donc, si toutes mes évaluations sont égales, mon triangle est équilatéral, en particulier, il est isocèle, ça fonctionne. Sinon, c'est qu'on peut supposer deux valuations qui ne sont pas égales. Sans perdre de généralité, on va supposer que VP de x moins y ne va pas être égal à VP de x moins z. Et on va s'attarder à la troisième valuation, VP de y moins z. Ceci est égal à quoi? Le tour de passe-passe classique, y moins x plus x moins z. Et ici, comme mes deux valuations ne sont pas égales, j'ai bel et bien, je n'ai pas une inégalité, j'ai bel et bien une égalité avec, par la propriété que j'ai montrée au début, avec le minimum VP y moins z, VP de x moins z. Et donc, j'ai bel et bien, y moins x ici, j'ai bel et bien que ma valuation est égale à une de ces deux-là, donc ma distance entre y et z va être égale à une des deux autres distances. J'ai bel et bien un triangle isocèle. Finalement, le résultat que je préfère est le suivant. Tout point d'une boule est son centre. Bien, pourquoi? Si je pose une boule centrée en X de rayon R, une boule quelconque, et un point quelconque Y à l'intérieur de cette boule, c'est-à-dire que la distance entre X et Y est plus petite que R. Mon but sera de montrer que BYR sera égal à BXR. Que la boule centrée en Y de rayon R, ce sera la même que la boule centrée en X de rayon R, et donc j'aurai bel et bien que ce point Y sera le centre de ma boule. Comment je vais montrer ça? Je vais commencer par l'inclusion ici. Et le truc classique, on va supposer un Z dans ma boule centrée en Y de rayon R. On va essayer de montrer qu'il est dans BXR. Donc ici, c'est dans la boule, c'est que la distance entre Z et Y est plus petite que R. Et donc, on s'attarde à la distance entre Z et X. Ceci, j'utilise le même tour de passe-passe. C'est égal à Z moins Y plus Y moins X. Et ceci est plus petit ou égal à quoi? Au maximum par mon inégalité du triangle boosté sur l'acide, entre Z et Y et entre Y et X. Mais ceci, comme Y est dans ma boule centrée en X de rayon R, ceci est plus petit que R. Ceci est plus petit que R. Et donc, le tout sera plus petit que R. Et l'inclusion inverse, comment je la ferai? De la même façon, remplacer tous les X par des Y et tous les Y par des X dans cette preuve-là. On suppose un Z dans BXR. On obtient à la fin que Z est dans BYR. Et donc, on a bel et bien l'égalité entre les deux boules. On a bel et bien que tout point à l'intérieur d'une boule est son centre. Et donc, on a des beaux résultats. Maintenant, je vous vois déjà avec la question, OK, mais les p-adiques, à quoi ça sert? Bien, je pourrais vous dire que les p-adiques ont été utilisés dans des calculs ayant mené la toute première fusée dans l'espace. Je pourrais vous dire que les p-adiques sont utilisés présentement dans des recherches
contre le cancer du côlon. Je pourrais vous dire tout ça, mais je mentirais en fait. Parce que les p-adiques, en effet, ont plusieurs applications en physique, dans plusieurs branches des physiques, dans plusieurs branches des mathématiques. D'ailleurs, il y a un petit prix qui vient d'être gagné ce matin, un certain médaille Fields, qui a été gagné par quelqu'un qui fonctionnait, donc qui faisait un lien entre les p-adiques et une autre branche des mathématiques. Et donc, c'est ce que je veux que vous reteniez de ma présentation, c'est à quel point, non pas c'est utile dans la vie de tous les jours, mais à quel point on a réussi à construire quelque chose de complet, d'excitant, et à quel point on n'a pas été juste des pions des maths, on a été cavaliers de notre propre destin. Je vous remercie.